thème qu'il va aborder aujourd'hui, c'est l'attaque des pick and roll et des main à main. Donc voilà, il y aura. J'espère que vous avez passé un bon premier, vous passez un bon 1er mai et on va essayer de poursuivre avec une intervention de qualité. JC, je te laisse la main. Bonjour à tous. De qualité, je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Écoutez, soyez généreux et sympa avec moi parce que j'ai loupé le BE2 la semaine dernière. Donc je repasse le BE2, je suis au rattrapage. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va aborder un thème qui retourne le cerveau de tous les entraîneurs en attaque et en défense. C'est le pick and roll et ce que j'appelle les DHO, les dribbles main à main. Voilà, donc je vais très vite rentrer dans la vidéo parce que l'objectif, c'est de vous montrer des images. Comme d'habitude, comme j'avais fait la première fois, je répondrai aux questions dès qu'il y en aura. N'hésitez pas. Voilà, donc c'est des images de notre équipe de cette saison et de la saison dernière. L'idée, c'est pas de rentrer dans l'aspect quand est-ce qu'on doit jouer du pick and roll. C'est très vite rentrer dans la technique individuelle qui permet de jouer du pick and roll et les aspects tactiques en fonction des différents types de défense. Allez, on est parti. Karim, tu peux lancer la vidéo. D'accord, alors je vais lancer la vidéo comme d'habitude. Si vous pouvez faire un petit retour sur ce que vous voyez et si jamais des fois ça peut… si tu peux revenir en arrière pour qu'on ait le titre de présentation, s'il te plaît. Voilà. Donc, top. Alors pour moi, il faut que ça s'arrête là dans un premier temps. L'une des choses fondamentales dans le jeu que l'on essaye de développer avec mes joueurs, c'est qu'avant de jouer un écran porteur, l'une des priorités, c'est d'essayer de battre la défense à l'opposé de l'écran. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, c'est qu'à partir du moment où on joue l'écran porteur, on rentre dans des collaborations défensives qui sont organisées. Lorsque vous battez la défense directement à l'opposé de l'écran porteur, vous battez quasiment une grande partie de la défense et ça vous ouvre très rapidement des surnombres. Alors certes, ça vous ouvre des surnombres qui ne sont pas ceux que vous comptiez avoir sur le pick and roll à travers vos systèmes ou vos jeux de transition. Néanmoins, ça vous permet très souvent d'avoir des décalages et des surnombres, voire des paniers faciles. Donc, une des caractéristiques, en tout cas, des équipes que je coach, c'est de très souvent essayer, avant de jouer l'écran porteur, de battre la défense à l'opposé. Et là, sur les premières images, je vais vous montrer quels sont les repères que je donne aux joueurs pour battre la défense à l'opposé. On peut y aller. Ok, donc là, vous voyez, tout simplement, là, le meneur de jeu, reviens en arrière, s'il te plaît, Karim. Karim, si tu peux revenir en arrière et que tu t'arrêtes juste avant le drive de Francisco. D'accord. Ok, donc là, continue encore un petit peu, je te dirai quand il faut faire un stop. Top, 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 top. Voilà. Là, reviens un tout petit peu en arrière. Stop. Vous voyez, il se passe un truc là. Il se passe un truc qui est fondamental et qui est un repère à donner à nos joueurs. C'est que très souvent, les mauvais défenseurs sur le pick and roll, au-delà du fait là qu'il n'y ait pas de pression défensive, tournent la tête. Et un des repères que je donne à mes joueurs, c'est que dès que vous voyez qu'il y a un joueur qui tourne la tête, vous devez systématiquement attaquer à l'opposé. Pour une raison tout simple, c'est que il est impossible pour un joueur qui tourne la tête d'en même temps reprendre ses appuis et faire un slide défensif et suivre le porteur de balle. Donc vous voyez là sur le repère que franchit. Là aujourd'hui, je peux vous dire que Sylvain, là, il regarde qu'une chose, c'est la tête dans un premier temps de son défenseur. Donc là, vas-y, étape par étape, tout doucement. Top, vous voyez. Et là, automatiquement, regardez les appuis. Un joueur qui tourne sa tête, il est automatiquement déséquilibré. D'ailleurs, c'est pour ça que sur des slides défensifs, les joueurs qui ont la tête déséquilibrée, ils sont incapables de réagir.
Donc là, vous voyez, ben, voilà. Là c'est terminé. Pour moi, l'action, elle est finie. Il va y avoir un surnombre à jouer. Et donc après, ben, c'est de la lecture en fonction de qui vient aider ou qui ne vient pas aider. On peut dérouler l'action. Voilà. Donc, vous voyez, on a un lay-up facile au bout de 4 secondes de temps de jeu. Là, sur un jeu de transition, tout simple. Voilà. La première chose, c'est que là, top. À partir du moment où la défense… Reviens en arrière, s'il te plaît, Karim. Au moment où Sylvain met la balle sur la main gauche. Reviens en arrière, reviens en arrière, reviens en arrière. Au moment où il met la balle sur la main gauche avant de jouer l'écran porteur. Alors, l'autre chose, avant, voilà, top. Là, Sylvain, il marque un temps d'arrêt sur le jeu de transition. Ce que j'aime bien, c'est isoler le jeu à deux, ne pas avoir délié dans le corner, et pour libérer un chemin de drive à l'opposé. Et là, Sylvain, très souvent, je demande à mes joueurs de porter la balle, de dribbler avec la main qui est côté du pick and roll pour pouvoir, soit par un crossover, soit par un dribble dans le dos, driver à l'opposé de l'écran. Et là, Sylvain fait semblant de jouer l'écran et va driver à l'opposé. Vas-y, top. Top, top, voilà. Il n'a pas battu son joueur, ça arrive, c'est pas grave, on ne gagne pas à chaque fois. Le plus important dans cette situation-là, c'est de garder de la continuité. Donc surtout, de garder son dribble. Donc là, il continue, il garde son dribble. Et on enchaîne une action de transition classique. Voilà. Une passe, un transfert, top. Alors là, on va revenir sur la technique. On revient en arrière juste au moment où Gauthier Denis attrape la balle. Donc, top. Voyez, regardez, Gauthier Denis, il fait quelque chose de fondamental, c'est que tous les joueurs qui passent entre mes mains ne doivent jamais recevoir la balle à l'arrêt. Et si jamais ils reçoivent la balle à l'arrêt, sur la réception, ils doivent faire un petit sursaut. Et regardez Gauthier, sur la réception, il fait un petit sursaut, ce que j'appelle un small jump stop, ce qui va lui permettre d'être dynamique sur ses appuis et de tout de suite enchaîner une action, soit en jouant l'écran porteur, soit en drivant à l'opposé. Voilà. Et là, de nouveau, vous voyez, donc là, on a une action de transition. Si tu peux arrêter, Karim. On a une action de transition. On a eu deux essais de drive à l'opposé avec un transfert. C'est bon? Donc là, pareil, vous voyez, action de transition. Le joueur met la balle sur la main intérieure, hop, fait semblant de jouer l'écran porteur, et après, on va revenir au début. Voilà. Et après, c'est juste un jeu de décalage. Si tu peux revenir au début de l'action, s'il te plaît. Voilà. Donc là, voilà, le joueur reçoit la balle, fixe son défenseur, ralentit, attend que l'intérieur vienne. Hop, voilà. Drive opposé par un crossover. Voilà. L'aide défensive arrive. Boum, tout de suite, il se lève. Et là, il y a tout ce qu'on appelle des jeux de passes désaxés. Top. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, les ballons, ils reviennent jamais dans l'axe du corps. Ils sont toujours désaxés. Ou on les passe au-dessus de la tête, ce qu'on appelle le wipe, ce que les Américains appellent le wipe, ou alors on les passe sous les genoux. Mais là, vous voyez, il y a un enchaînement de passes juste sur un décalage de drive à l'opposé. Vas-y. Voilà. Vous l'aviez vu déjà la semaine dernière, cette action, lorsqu'on parlait des jeux de transfert et des passes désaxées. Dernière situation, qui est un petit peu différente. Ok, top. On remet en arrière, Karim, juste pour voir le petit sursaut de Gauthier, toujours, hein, vous allez voir. Gauthier, quand il attrape la balle, d'ailleurs, c'est limite marché, mais bon, voilà, il refait ce petit sursaut pour trouver de la vitesse d'appui. Et là, stop. Là, vous voyez, si tu peux revenir en arrière, au moment où Gauthier fait semblant, en balayant la balle, voilà, là, il voit le défenseur qui ne défend pas vraiment, qui commence à anticiper en dessous. Il accentue son mouvement avec juste un petit mouvement de balle vers la droite. Là, le défenseur commence à anticiper et de nouveau, on a un drive à l'opposé de l'écran porteur. Donc, vous voyez, là, on est sur un système de jeu. À partir du moment où le défenseur décide de vous donner autre chose, il faut tout de suite faire le choix juste.
Et encore une fois, hein, si c'est de driver à l'opposé et que ça casse le système, moi, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où il y a une efficacité derrière, bien entendu. Dernière situation. Alors, cette situation, je vous l'ai mise pour une chose. Ok, top. Est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière? Voilà, stop. Là, vous voyez, je me rappelle parfaitement de ce match. Très tôt dans le premier quart-temps, l'équipe de Vichy était dans la pénalité. À partir du moment où une équipe est dans la pénalité, l'autre avantage aussi, souvent de driver à l'opposé de l'écran, c'est que les défenseurs sont surpris et ça permet très souvent de provoquer des fautes et donc d'aller sur la ligne. Donc là, vous voyez, le défenseur anticipe beaucoup trop. Nobel n'a pas encore pris le dribble. Il anticipe, il vient en contact et juste par un balayage de la balle, eh ben, on obtient deux lancers francs. Voilà, tout simplement. Alors, on passe maintenant à ce que j'appelle moi de la protection. Ok, top. Alors, on va essayer de parler le même langage hein, avant de voir les images. Ce que j'appelle de la protection, c'est un défenseur extérieur qui va passer au-dessus de l'écran, parce qu'il y aura de la protection quand le défenseur extérieur passera en dessous. Et c'est un défenseur de l'intérieur qui défend schématiquement, allez, on va dire entre 1 mètre et 1 mètre décalé par rapport à la balle. Donc, il protège son panier, il protège le couloir de jeu direct, il est aligné par rapport au porteur de balle. Donc, la première chose que vous devez travailler, vas-y, tu peux dérouler l'action, Karim, qui est toute simple, c'est un tir extérieur. Ok, top, top. La première chose que vous devez travailler, est-ce que tu peux revenir au niveau du tir, s'il te plaît? Ok. Beaucoup d'entre nous travaillons beaucoup le catch and shoot, mais ne travaillons que très très peu le tir après dribble. C'est les tirs les plus difficiles à mettre, et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup d'équipes font de la protection, parce qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de tirer après un dribble, voire deux dribbles. C'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, si vous êtes un joueur de pick and roll et que vous n'êtes pas capable de marquer un panier extérieur derrière un pick, bah, vous ne pouvez pas jouer de pick and roll. Ce n'est pas possible. Ou alors, ça devient très compliqué. Vous rentrez dans des schémas d'agressivité et ce n'est pas toujours simple, notamment avec les joueurs de grande taille que l'on a maintenant. Donc, le premier danger quand on joue un pick and roll avec de la protection, c'est d'être dangereux par le tir. Donc, si le joueur intérieur, ce qui est le cas là, du joueur de Denain, vous donne l'accès au tir, vous devez le prendre. Pour une raison simple, c'est que si vous ne le prenez pas, les défenseurs ne s'en tireront plus sur vous. Et dans un deuxième temps, très souvent dans ce type de situation-là, vous avez un tir qui va être très souvent challengé par le big man et vous allez donc avoir une mismatch au rebond parce que votre grand, il est en train de rouler et ça sera automatiquement un joueur extérieur ou un poste 4, si jamais le 4 est dans le corner, là ce n'est pas le cas, c'est Pierre Coupé, qui va devoir lutter au rebond contre votre poste 5. Vas-y. Voilà. Donc vous voyez là, c'est la situation classique. On a la mismatch dans le jeu intérieur et on obtient la faute. Donc on a loupé le tir, mais par le jeu du rebond offensif, on a obtenu la faute. Deuxième situation sur le tir, où la défense fait de la protection. C'est une situation où la défense est un peu en retard. Techniquement, top. Ce qui est important, c'est que le deuxième dribble soit un dribble fort et que le joueur extérieur monte très vite derrière son dribble fort pour surprendre le big man, pour ne pas se faire contrer. Vous voyez, je ne sais pas si on va le voir, Sylvain fait un deuxième dribble qui est vraiment très fort et il monte très très vite dans ses appuis. Voilà. Voilà. Le premier dribble est plutôt un dribble lent. En revanche, le deuxième dribble est d'un dribble fort, un dribble puissant. Le repère que vous pouvez donner à vos joueurs, c'est comme s'ils avaient un marteau à la place de la main et qu'ils voulaient enfoncer un clou en une fois dans une planche de bois. Donc, vous voyez, donc le deuxième dribble, c'est vraiment un dribble très fort, très puissant pour très vite retrouver la balle dans les mains et monter et surprendre le défenseur intérieur. On va rentrer un peu plus dans… Ok, top. Oh là, reviens en arrière. Le joueur qui va porter l'écran, notamment quand il s'agit d'un écran qui vient du bas vers le haut, et très souvent sur les intérieurs qui viennent de l'opposé, ce qui est le cas ici de Gary Florimond. Donc, tu feras un stop au moment juste avant que Gary parte
à l'écran. Ok, top. Vous voyez, il y a encore le sursaut de Nick Kellogg au moment où il reçoit la balle. Là, Gary va partir à l'écran. Ce que j'apprends à mes joueurs intérieurs, c'est que vous devez sprinter pour aller porter un écran. Les 2 premiers appuis sont des grands appuis. Les 2 premiers appuis sont des grands appuis. Et si vous sprintez avec 2 grands appuis, très souvent, les défenseurs n'auront pas le temps de faire du step out. Donc, on n'aura attaqué que de la protection. Donc, regardez Gary, là, ces 2 premiers appuis sont des appuis très longs. Voilà. 1, 2, voilà. Et là, il enchaîne après. Il va réduire les appuis pour pouvoir poser l'écran. Top, top. Ici, quand la défense fait de la protection, le défenseur, alors Gary, dans sa course, il prend l'information sur son joueur, hein, bien entendu. Il prend l'information sur son joueur pour voir si la défense fait de la protection ou si le défenseur est au contact avec lui, il fera du step out. Parce que la façon de rouler est différente. L'attaquant Gary, quand la défense fait de la protection et que le défenseur de l'extérieur va passer vers le dessus, il doit poser son écran. Avec l'épaule haute. Ici, l'épaule gauche. Pourquoi? Parce que s'il pose son écran ici avec ou sa poitrine ou son épaule droite, ça sera beaucoup plus facile pour le défenseur extérieur de passer en dessous. Le chemin sera beaucoup plus court. La deuxième chose, c'est comment porter un écran. Lorsqu'on porte un écran, ce que j'apprends à mes joueurs, c'est on se tient les poignets. Alors, ce n'est pas réellement le cas de Gary, là. J'ai essayé de le changer, mais c'est un joueur qui a un certain âge, donc ce n'est pas toujours simple. On se tient les poignets, on écarte bien les appuis et on contracte son estomac. Pourquoi? Parce que très souvent, les joueurs extérieurs, la première chose qu'ils font, c'est avec leur coude, là ici avec le coude gauche, vous prenez très rapidement des coups dans les abdos. Et donc, vous pouvez vous plier en deux. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien équilibré, bien gainé, bien contracté au niveau des abdos. Donc là, Nick va commencer, a bien attendu l'écran. Il a, hop, revient en arrière, s'il te plaît, Karim. La première chose que doit faire un intérieur lorsqu'il roule, regardez Gary, regardez sa tête, top, c'est d'établir le contact visuel avec la balle. Regardez la tête de Gary. Vas-y, encore, doucement. Voilà, top, tout de suite, vous avez vu? Tout de suite, il est à la recherche de la vision de la balle. Et ça, pour moi, c'est un des aspects fondamentaux pour une raison simple, c'est qu'on ne fait pas de passe à un joueur qui ne regarde pas la balle. Et ça, c'est ce qu'on apprend en Benjamin. Mais je vois tellement de joueurs aujourd'hui, même dans le milieu pro, qui font la passe à des joueurs qui ne regardent pas la balle. Et je me rappellerai toujours, quand j'ai eu l'occasion de coacher Laurent Syrah, qui était un passeur incroyable, la première chose qu'il disait aux intérieurs, mais quand vous roulez, regardez la balle. Sinon, vous allez la prendre dans la tête. Et donc, il faut établir très vite ce contact visuel. La Nick fait semblant de tirer légèrement, parce que c'est un shooter. Donc, le défenseur monte un petit peu. Et là, il est sur une passe à terre, passe désaxée. Top. Là, ce qu'il faut apprendre à vos intérieurs techniquement, c'est qu'à partir du moment où il voit une défense venir en aide, c'est de s'arrêter sur un jump stop. Ce que fait à peu près Gary. Allez-y. Boum. S'arrêter. Et après, voilà. Là, il n'était pas équilibré, donc il a pris un dribble. Et après, vous avez juste un jeu de transfert. Alors, ça aurait pu être pour l'intérieur. Il a décidé de la faire au joueur extérieur dans le corner. Ok, top. Vous voyez, encore le sursaut là de Gauthier. Top. Gary qui essaye de porter l'écran avec l'épaule haute. Parfois, vous n'avez pas besoin de toucher vous n'avez pas besoin de toucher. Normalement, le joueur extérieur devrait attendre. Mais si le défenseur intérieur est déjà positionné, regardez Gary. Tout de suite, il tourne sa tête vers Gauthier. Et donc là, Gauthier, il va stretcher un petit peu Pommier. Voilà. Il va l'emmener avec lui. Gary, il va ouvrir légèrement pour ouvrir l'angle de passe. Là, Gauthier, il ne sait pas trop encore à qui il doit faire la passe parce que vous avez eu le deuxième regard de Gauthier, une fois qu'il a vu ce que Pommier faisait, c'est le défenseur de l'extérieur dans le corner. Donc, il va rajouter un dribble pour fixer le défenseur dans le corner. Et au moment où il aura fixé le défenseur dans le corner, il va décider de faire la passe. Il a vu que le joueur était dans l'intervalle, ne venait pas. Il fait la passe à Gary qui est légèrement derrière, mais qui lui permet… Voilà. Donc là derrière, en fait,
ça reste un jeu de surnom, c'est du 3 contre 2. Et quand on revient à la situation, pour ceux qui étaient au live de la semaine dernière, ce qui est important, c'est d'apprendre à vos joueurs à très vite avoir un premier regard, un deuxième regard et un troisième regard sur les différents défenseurs qui interviennent dans les rotations. Donc là, Gauthier, son premier regard, c'est que fait mon défenseur extérieur? Est-ce que mon défenseur extérieur passe en dessous, passe au-dessus? Que fait le défenseur intérieur? Et derrière, que fait le défenseur du joueur qui est censé venir aider? Voilà. Et en fonction de ce que vont faire les défenseurs, il y aura un jeu de décalage à faire et il faudra trouver la passe correcte. Voilà. On enchaîne sur la protection. C'est un énorme travail à faire. Ça, c'est tout un travail que l'on fait technique et pré-collectif en jeu à 2, en jeu à 3 durant la pré-saison. Ok, top. Vous voyez, stop, bougez pas. Sur la pose d'écran. Donc là, c'est un écran avec peu de mouvement de l'intérieur. On va s'arrêter juste sur la pose d'écran. Voilà. Vous voyez, hop, top. Vous avez vu, Gauthier, il refait ce sursaut. Gary pose l'écran. Voilà, vas-y. Avance tout doucement, Karim. Voilà. Vous avez vu, boum, épaule supérieure, bien gainé. Là, l'écran, il est vraiment très, très bien posé. Là, Gauthier, il est tout de suite son regard dans le couloir de jeu direct. Qu'est-ce que fait le défenseur de l'intérieur? On y va doucement. Voilà. Derrière Gary, très vite le contact visuel avec Gauthier. Nobel qui suit dans le dos de la défense pour tuer l'aide du joueur qui pourrait bumper. Sylvain qui attend de voir ce que son défenseur fait. Voilà. Et là, Gauthier, il voit que le défenseur, Onaembo, le dernier safety, il est en retard. Il se lève et on a une dernière passe. Sylvain remonte au même moment pour ouvrir l'angle de passe. Là, Gauthier, il avait le choix vraiment de passer soit à Gary, soit de passer à Sylvain sur le décalage dans l'aile. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de prioriser les regards. Les joueurs ne peuvent pas tout regarder en même temps. Donc, c'est pour ça que dans les apprentissages, d'abord peut-être du 2 contre 2, enfin du 2 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 2, rajouter des coachs qui sont les joueurs qui viennent bumper ou pas bumper. Mais passer par une phase technique individuelle, bien entendu, comme je vous l'ai montré là, et de pré-collectif avant de rentrer ça dans le 5 contre 5. Voilà. Dernière situation. Vous voyez, Gauthier, c'est un joueur que j'ai récupéré il y a 2 ans du Havre, qui était poste 3, qui était incapable de jouer un pick and roll. Ok, la même situation. Donc, tout de suite, la défense fait de la protection. Vous voyez, Gauthier, il regarde très vite ce que fait Pansa. Il le voit en protection. Gary va établir le contact visuel tout de suite avec Gauthier. Voilà. Et là, Gauthier, son regard, stop. Son premier regard, il est qu'est-ce que fait le défenseur d'en haut? Donc là, ici, le Morancy. Nobel qui suit dans le dos de Gauthier pour obliger Morancy à venir. Donc là, on est sur du 4 contre 3. Et derrière, on va se retrouver, puisque Morancy va suivre Nobel, on va se retrouver, qu'est-ce que fait Gédéon Pitard en bas? Il vient, au moment où il vient, top. Et alors là, c'est l'autre aspect du jeu qu'il faut développer chez vos joueurs, c'est la capacité à passer désaxé. Vous voyez, là, la passe, c'est une passe qui se fait au-dessus de l'épaule. Alors ici, juste pour revenir, mais là, on est Dustin Sliva, normalement le numéro 14, mon Américain Bourrico, il devrait rester dans le corner, parce que si la défense fait de la protection, là, en étant monté, le 14, il pourrait, alors c'est Blue qui ne défend pas une cacahuète, mais Blue, il aurait pu venir aider Pansa pour que Pansa reprenne Gary Florimond. Donc Dustin, normalement, en termes de spacing, il devrait être dans le corner. Je vous dirai la saison prochaine, je vous montrerai cette action. Donc là, vous voyez, la passe, elle est complètement désaxée à une main. Et c'est exactement ce type de passe que l'on travaille énormément au quotidien avec nos joueurs. Parce que oui, il y a les aspects tactiques, mais la capacité à faire les choses, vous pouvez voir et ne pas avoir la capacité technique à les faire. Et là, voilà, la passe dans le dribble complètement désaxée, elle est vraiment superbe de la part de Gauthier. Voilà. Et donc après, il y a un décalage, soit pour le tir, soit de nouveau pour un drive. Dernière situation sur de la protection. Ok, top. Ok, stop. Si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, Karim, au moment du pick and roll. Là, c'est 2 actions que je vais vous montrer qui sont une autre façon d'attaquer la protection en fonction de ce que fait le défenseur extérieur. Alors là, le défenseur extérieur, il a sauté au-dessus de l'écran.
Alors, parce que Nobel n'a pas non plus mis son joueur dans l'écran, ça c'est la première des choses. Et les bons défenseurs, souvent, ils se mettent dans le dos des attaquants. Quand vous avez un défenseur qui se met dans votre dos, regardez ce que va faire Nobel, et c'est quelque chose qu'on apprend à nos joueurs. Vas-y, tout doucement. Ok, top. Il va aller chercher le contact avec son défenseur en s'arrêtant et en utilisant ses fesses. Regardez. Ok, top. Voilà. Il va rechercher le contact pour garder l'avantage et garder le surnombre, le 2 contre 1. Et là, après, une fois qu'il a pris le contact avec les fesses, il va de nouveau réexploser au panier. Il va de nouveau, voilà. Il arrête le défenseur et réexplose au panier, soit pour jouer le tir, soit éventuellement, il aurait pu même faire la passe à Kamagaté sous le cercle. Voilà. Ça, c'est dans un deuxième temps. C'est dans un deuxième temps dans les apprentissages. Là, vous l'avez avec Marques Heinz. Vous voyez, Denave qui défend bien, qui saute au-dessus de l'écran pour éviter l'écran. Voilà. Et là, Marques, il va décider de mettre son joueur dans l'écran. Bon, après, c'est un tir de talent. Hein. C'est un tir de talent que fait Marques. Mais vous voyez, la technique, c'est de… Il met son joueur, Marques, il a décidé… Il a rompu son dribble pour garder Denave dans son dos et garder l'avantage, vous voyez, ici à ce moment-là. Voilà. Il s'est arrêté pour casser la course de Denave et le contrôler et garder le surnom. Et après, effectivement, c'est un tir de talent, mais bon, ça après, c'est la créativité de vos joueurs quand ils sont en maîtrise de ce qu'ils font techniquement. Voilà. Je voulais aussi vous montrer ça parce que c'est quelque chose que l'on doit enseigner. Le maître de celui qui faisait ça, si vous allez un petit peu sur YouTube, vous avez Calates qui le fait très bien, même si beaucoup de défense passent en dessous sur Calates. Mais le maître à jouer, enfin les deux maîtres à jouer sur ce type de situation, c'était Diamantidis et Spanoulis. Alors Spanoulis toujours, mais Diamantidis était très fort là-dessus, notamment avec sa relation avec Mike Baptiste. Autre chose, quand la défense, on passe à un autre item, quand la défense fait de la protection et que le défenseur extérieur passe en dessous. Donc, ce que j'appelle under et rescreen. Donc, top. Voilà. Parfois, on pose des écrans en haut. Le défenseur, il faut revenir en arrière. Il faut apprendre à vos joueurs. Quand la défense passe en dessous, j'aime pas trop attaquer systématiquement en drive pleine vitesse parce que les grands sont présents dans la raquette. Tout le monde vous attend. Je préfère utiliser ce que j'appelle un rescreen. Donc, refaire un deuxième écran porteur. Pour cela, regardez, stop. Le pivoté de l'intérieur est toujours en engagé du côté du défenseur. Là, Ismaël Kamagaté, il a pivoté de telle façon à aller faire un rescreen et gagner de l'espace. S'il pivote dans l'autre sens, l'écran sera au même niveau, il ne gagnera pas de l'espace. Donc là, il y a un jeu qui est fondamental de pivoter à apprendre à vos joueurs intérieurs. Et derrière, une fois que la défense est passée en dessous, soit vous pouvez de nouveau driver à l'opposé, soit vous pouvez rejouer. Après, tout dépend de ce que va faire le joueur. S'il repasse de nouveau en dessous, vous avez un tir. S'il repasse au-dessus, peut-être que ça va être de la protection ou du step-out. Très souvent, on fait en dessous une première fois et on repasse au-dessus sur la deuxième fois. Mais si ça passe en dessous une deuxième fois, il faut apprendre à vos joueurs à tirer. Et ça, c'est des situations de tir que vous devez répéter. Nous, on a des, dans la semaine, on passe énormément de temps sur ces situations-là à apprendre à répéter des tirs après écran porteur, quand ça passe en dessous, quand ça passe au-dessus, à répéter aussi la technique de dribble. Je vais vous montrer après la technique de dribble. Vas-y. J'ai juste une question. Tu parlais de Calates, et effectivement, les défenses passent souvent en dessous. Ouais. Lui, une de ses réponses, c'est de beaucoup agresser le grand dans le drive pour générer des aides et des trucs comme ça. Pour une raison simple, il n'y a pas de tir. Oui, voilà. Mais après c'est sa réponse à lui. C'est sa réponse à lui parce que le problème, c'est comme il n'a pas de tir. Si tu fais un rescreen sur Calates, alors certes, au lieu de tirer à 3 points, il va tirer à 2 points, mais comme il n'est pas à droit, il ne sera pas meilleur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que l'année dernière, le Panathinaikos a explosé en quart de finale contre le Real Madrid? C'est que le Real Madrid, l'année dernière, sur Calates, il fait une saison monstrueuse l'année dernière en Euroleague. Et ils sont passés en dessous tous les écrans porteurs et ils lui ont laissé tous les tirs extérieurs. Et du coup, au lieu d'être sur 7, 8, 9, 10 passes décisives par match, il fait une série de quarts de finale où il est à 4 passes et demi
Et comme il a commencé à prendre les tirs, il ne les mettait pas, il avait zéro solution. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait dans la raquette. Donc c'est pour ça que lui, c'est ce qu'il développe parce qu'il n'a pas de tir. Après, bien entendu, si j'avais un joueur qui n'avait pas de tir, j'essaierais de développer ça. Mais dans un premier temps, j'essaye de développer. Pour moi, un des critères de recrutement majeur, c'est qu'il faut des joueurs. Un joueur aujourd'hui arrière qui ne peut même pas mettre dedans, c'est quand même compliqué, quoi. Il faut qu'il ait un talent rare. Ce qui est le cas de Calates, c'est que c'est un passeur incroyable. D'accord. Donc là, la défense décide de passer de nouveau en dessous. Et là, voilà. Ça, typiquement, ça ne me fait pas peur. Ça, c'est un bon tir. C'est un bon tir pour moi. Voilà. Vous allez voir. Et tous mes joueurs font la même chose. Voilà. Gauthier, il prend l'information sur son joueur. Regardez, top. Ça passe en dessous. Stop. Tu peux revenir. Alors, autre chose aussi, vous vous rappelez ce que je vous dis, ne jamais ramener la balle. Voilà. Stop. On revient en arrière. Voilà, encore. Stop. Ne jamais ramener la balle sur sa poitrine. Regardez Gauthier. Soit là, on leur apprend, vous passez la balle sous les genoux, soit vous passez la balle au-dessus de la tête. Mais vous ne ramenez pas la balle sur la poitrine parce que sinon, vous allez vous faire slapper la balle. Donc, regardez, Gauthier, il fait ce qu'on appelle un wipe. Il passe la balle au-dessus de la tête. Restez fléchi. Voilà, il y a l'écran de Gary. Ça passe en dessous. Voilà. Gary fait un rescreen, pivote vers la défense. Et là, de nouveau, ça passe en dessous. Et boum, on se lève. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir éventuellement un mismatch là, de nouveau, avec les joueurs intérieurs. Tu as une question de Stéphane qui demande quel timing pour le rescreen. Alors, techniquement, votre joueur extérieur, normalement, s'il n'y a pas de pression, il doit faire dribble entre les jambes, accélérer, dribble entre les jambes sur le premier écran, dribble entre les jambes au moment où il passe l'écran, accélérer, attendre que le défenseur fasse l'effort de passer en dessous. L'intérieur, il doit aller chercher les appuis du défenseur. Et derrière, sur le rescreen, ce que je demande systématiquement, c'est soit de nouveau un dribble entre les jambes, soit un dribble dans le dos. J'aime pas sur le rescreen un crossover, parce que très souvent, sur le rescreen, les défenseurs vont passer au-dessus, et le crossover peut permettre une intervention sur la balle. Donc, j'aime avoir des joueurs qui, ou sur un dribble entre les jambes, ou sur un dribble dans le dos, vont protéger leur ballon avec leurs appuis. Donc là, dernière situation. Hop, je ne sais pas si on peut la remettre en arrière. Je ne sais pas si on peut la remettre en arrière. Donc là, le défenseur, ce n'est pas réellement un rescreen parce que sur cette action, ce n'est pas réellement un rescreen parce qu'en fait, il reste en dessous. Donc là, le défenseur, si le défenseur reste en dessous, voyez, là, très clairement, attaquez du côté que vous souhaitez pour monopoliser l'attention du défenseur intérieur. Donc là, vous allez voir, Juan, il le fait bien. Un dribble, deux dribbles, stop. Il voit le défenseur arriver. Il y a un bon écran d'Ismaël. Ça redevient de la protection. Et donc, Juan, il voit le défenseur intérieur arriver. Il va s'arrêter, tout simplement. Jump stop. Top. Et là, boum. Là, vous avez vu, c'est maintenant le regard de Juan. Il est sur le défenseur de Gauthier-Denis. Gauthier, au moment où Ismaël roule, il va remonter pour attirer son défenseur. Et regardez ce que fait Juan. Si tu reviens un petit peu en arrière, regardez la passe des accès de Juan. Il ne la ramène pas sur sa poitrine. Il la passe au-dessus de la tête et passe à terre. Toutes ces passes-là, ne faites jamais de passes directes aux intérieurs. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Ils sont incapables de les attraper. De plus, les défenseurs sur les passes directes sont capables d'intervenir avec les mains. Une passe à terre, c'est très rarement intercepté. Moi, l'une des choses que je dis à mes joueurs, c'est soit passe à terre, soit passe lobée. Et quand on fait une passe lobée, c'est pour dunker. Ce n'est pas pour recevoir la balle. Voilà. Allez, on passe à une autre option. Donc, on va balayer toutes les options qu'on peut avoir sur pick and roll. J'en aurais certainement oublié. Donc, step out. Alors, je fais une différence entre step out, stop. Top. Je fais une différence entre step out et show. Step out, c'est quand le défenseur du grand est vraiment, vraiment agressif. Ce qui est le cas là, du numéro 35. La consigne quand la défense fait du step out, c'est d'avoir deux joueurs qui remontent très, très vite. Celui qui est en vision, ici le numéro 16, Nobel,
et celui, c'est Sylvain Francisco qui est en train de remonter, parce qu'il était en retard, qui est dans le dos de la défense. L'objectif quand une défense fait du step out, c'est de très vite sortir la balle, soit en vision, je préfère la passe en vision, soit dans le dos, parce que parfois elle peut être coupée. L'autre option, c'est aussi de très vite arrêter son dribble, mettre la balle au-dessus de la tête et chercher une passe sur le safety. On le verra après. Donc là, oui, Marquez va arrêter son dribble tout de suite. Il va très vite sortir la balle et regarder la technique de ce qu'on appelle la technique de passe. Elle est travaillée. Hein. Là, top. Si tu peux juste revenir sur la technique de passe, c'est ce que j'appelle nous, c'est ce qu'on travaille. On appelle ça reverse pivot pass. Voilà. Tout de suite, reverse pivot, boum, on se protège du step out qui est agressif et on passe des accès. Ici, alors vous voyez, normalement, Marquez, un gaucher, passerait naturellement la balle avec sa main gauche. Là, Marquez, il passe avec la main droite aidée de la main gauche avec juste un mouvement de poignet. Et là, arrête-toi juste au moment où Sylvain reçoit la balle. Top, top. Donc là, normalement, quand la défense fait du step out, ce qu'il faut apprendre à vos joueurs intérieurs, parce que là, il faut que je parle aussi des joueurs intérieurs, c'est les joueurs intérieurs, quand ils vont poser un écran, ils doivent sentir que le défenseur est avec eux, et donc ils doivent sentir que le défenseur va être agressif. Donc, il faut leur apprendre à ne pas poser l'écran, à faire ce qu'on appelle un pick slip. Là, l'objectif du joueur intérieur, c'est de rouler le plus vite possible pour étirer la distance entre son joueur qui est en train de faire un step out et lui qui roule complètement au panier. Là, normalement, quand on reçoit la balle, l'objectif, c'est 2 passes rapides pour soit avoir un panier, soit avoir un décalage dans le tir, soit avoir un décalage dans la passe, soit avoir un décalage dans le drive. Là, normalement, Sylvain, il doit mettre la balle au-dessus de la tête tout de suite. Top, hop, 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 revient en arrière. Il doit mettre la balle au-dessus de la tête tout de suite et enchaîner une deuxième passe. Donc là, Sylvain, il a vu, regardez, le regard de Sylvain Francisco. Donc là, pareil, le premier regard de Sylvain Francisco, ça doit être sur le safety. Donc là, le numéro 6. Et son deuxième regard doit être normalement sur le joueur qui peut être sur la rotation en X, le numéro 8. Et là, malheureusement, Sylvain, il regarde que le numéro 6. Il n'a pas vu que le 8 était en train d'anticiper. Vas-y. Donc, le 8 est en... Et voilà. Donc, top. On revient juste au moment de la passe de Sylvain. Donc là, vous voyez, très clairement, il y a une erreur de lecture de Sylvain. Alors, peut-être qu'il aurait pu passer la balle à Ismaël. Mais en tout cas, il y a une erreur de lecture de Sylvain qui voit pas, qui, dans son champ de vision, n'a pas regardé ce que fait le numéro 8. Quand un joueur a un doute après la première passe, ce que je leur demande, c'est de faire une feinte de passe. Quand vous avez un doute, si vous faites une feinte de passe, les défenseurs vont mordre dans la feinte. Et donc, ça va vous ouvrir des angles de passe beaucoup plus simples. Là, Sylvain, il aurait peut-être dû faire une feinte de passe à Ismaël ou éventuellement à Milan Barbic dans le corner. Le 8 aurait mordu à la passe et peut-être que le décalage, la passe aurait été pour le numéro 16, Nobel Mongoukolo. Une autre option pour attaquer le step out, alors là, c'est un top. On revient juste en arrière, c'est de faire un dribble de recul. Voilà, si on peut revenir en arrière au moment du pic. Voilà. Donc là, la défense sort, elle n'est pas trop agressive. Voilà. Donc là, tout de suite, vous voyez, top. Là, j'ai mon joueur en vision qui monte. J'ai Juan qui est un peu en retard qui monte. J'ai Gary qui établit le contact visuel. Comme le défenseur extérieur ne met pas de pression sur Sylvain, il met la balle au-dessus de sa tête. Et là, la lecture de Sylvain, c'est juste la lecture du safety. Et donc là, voilà, il a juste à faire une passe dans le corner. Il a vu que là, Ben Ramdan n'était pas sur la rotation. Et donc, on a un tir ouvert dans le corner. Pardon. Il y a une question. Ouais. Quelle importance donnes-tu à l'angle de l'écran posé? Y a-t-il des différences notables et systématiques en fonction de la zone où est posé l'écran? Il y a une différence, oui. Il y aura ce qui est important, les angles d'écran, ils sont fonction des zones et ils sont aussi fonction parfois des short rolls. On verra les angles d'écran sur les short rolls. Là, sur le step out, il n'y a pas besoin de poser l'écran. Il n'y a pas besoin de poser l'écran parce que ce qu'il faut, c'est très vite rouler, c'est faire un pick slip. D'accord. Okay. J'ai mis les questions là, je vais pouvoir les voir. Excusez-moi, je n'avais pas mis les questions.
C'est parti. Alors, autre situation sur un step out. Donc, ok, top. Là, vous voyez, pareil. Hop, reverse pivot passe. Et là, Sylvain, lui, alors là, vous voyez, là, très clairement, je vous ai montré cette option parce que la lecture de Sylvain, certainement qu'il avait dû se faire intercepter la passe avant. Il s'est dit, mon défenseur triche, le défenseur intérieur est déjà en train de revenir. Parce que j'attrape la balle en mouvement, vous avez vu, Sylvain, il fait un petit sursaut sur l'attraper. Il a décidé de driver. Donc là, très clairement, ce n'est pas ce que je préconise le plus. Maintenant, il faut laisser aussi l'initiative aux joueurs. Et là, c'est une bonne initiative. C'est toujours pareil. Il y a le jeu que vous souhaitiez mettre en place, et à un moment ou à un autre, il faut laisser ces initiatives personnelles aux joueurs parce que de toute façon, en tout cas pour moi, ça ne m'est jamais arrivé, c'est jamais vous qui mettrez des paniers. Moi, j'en ai jamais mis pour mon équipe. Donc, tant qu'une initiative comme ça, elle est pertinente, ça ne me pose aucun souci. Mais je voulais montrer parce que je voulais aussi vous montrer que parfois, vous pouvez battre la défense aussi différemment. Ok, dernière situation, top. Là, vous voyez, hop, bougez plus. Non, avant. Là, par exemple, vous avez des défenseurs, des petits malins, quand les écrans n'ont pas de vitesse, qui anticipent et qui se positionnent avant que le joueur ait dribblé. C'est le cas ici de Gombo. Et là, vous voyez, ce que j'apprends à mes joueurs, c'est que lorsque vous n'avez pas dribblé, si les défenses se mettent déjà en position de défense de pick and roll, là, vous voyez, vraiment, le défenseur Gombo, là, le défenseur du poste 5, c'est déjà mis en position. Le 12, le défenseur de Gauthier Demi, c'est déjà mis en position de goalkeeper, ce qu'on appelle goalkeeper, de bumper. Et vous avez déjà un safety, le défenseur de Francisco, dans le corner. Dans ces cas-là, vous n'avez même pas besoin de dribbler, vous pouvez tout de suite passer la balle. Et là, ce que je leur apprends, c'est tout de suite, il y a un intervalle, vous drivez. Et regardez, là, hop. Et sur une situation toute bête d'anticipation, bah, vous avez un lay-up facile. Autre situation, là, c'est sur ce que j'appelle le show. Donc, le show, schématiquement, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup moins agressif. Les défenseurs intérieurs sortent sur un appui. Même principe, on essaye de bouger la balle très vite dans un premier temps. Donc là, vous allez voir. Voilà, même principe, on fait 2 passes en vision et on a un décalage dans le corner. Ce qui est important, c'est d'apprendre à vos joueurs de passer la balle au moment du show. S'ils passent la balle un temps trop tard, il n'y a plus de décalage. Vous voyez, la Marquez, voilà. Le défenseur pose à peine l'écran, Gary le pose un peu trop là, l'écran. Voilà, et tout de suite, il libère la balle. Et là automatiquement, Dustin, il sait qu'il y a un décalage qui s'est créé. Et donc, on enchaîne 2 passes rapides. Et là, on doit avoir soit un tir, soit un jeu de drive, soit un jeu de passe. Alors, certes, hein, c'est peu de décalage, mais à notre niveau, c'est beaucoup. Autre situation. Là, c'est pareil. Vous voyez, top. OK, top. Là, Ismaël, stop. Là, ce que j'apprends à Ismaël, ce que j'ai appris à Ismaël, c'est de sentir si son joueur était dans son dos. Et donc, s'il sent que son joueur est dans son dos, il fait semblant de poser l'écran, il fait un pick slip. Et là, pas de pression sur la balle. Donc, Sylvain, il peut facilement faire une passe désaxée. Vous voyez, tout de suite, il va mettre la balle au-dessus de sa tête. Boum, voilà. Et là, contact visuel, regardez Ismaël. Tout de suite, contact visuel. Au moment de l'attraper de balle, il va prendre le contact visuel tout de suite. Voilà. Et là, il voit qu'il n'y a pas de défenseur. Et donc, ça donne un panier facile. Autre situation. Hop, revenez. Tu peux revenir en arrière au moment du pic. Donc, pareil, voilà. Défenseur sort sur un appui. Donc là, normalement, je vais avoir Dustin Sliva dans le dos de la défense qui va remonter. Gauthier Denis qui devrait remonter. Donc, la lecture, vous avez vu, stop. Là, ce qui est difficile, c'est que les joueurs attaquants sans ballon, comme sur de la protection, ils doivent bouger en fonction de ce que fait la défense. Sur la protection, Gauthier devrait rester dans le corner. Là, ce qu'avait pas fait Dustin sur l'action que je vous ai montré, là, Gauthier, il devrait très vite remonter au niveau du prolongement de la ligne des lancers francs
pour ouvrir un angle de passe au meneur de jeu. Donc Dustin le fait très bien. Voilà. Et donc là, on a Daniel tout de suite qui libère la balle. Et Dustin, regardez, hop, tout de suite, balle au-dessus de la tête, passe désaxée. Donc là, Dustin voit que le numéro 8, il ne bouge pas, il dort. Et ben voilà, on a une situation de passe de triangle très simple sur Gary. Autre situation de show. Hop, si on peut revenir en arrière. Voilà, juste au moment où Sylvain joue le pic. Donc pareil, la défense, vas-y, reviens un petit peu en arrière. La défense sort légèrement. Tout de suite, Nobel va remonter pour ouvrir l'angle de passe. Normalement, le joueur en vision, je crois que c'est Amara, devrait très vite remonter, celui qui est défendu par le 33. Et là, Nobel, tout de suite, balle au-dessus de la tête. Regard dans le couloir de jeu direct. Voilà. Voilà, boum. La balle au-dessus de la tête permet de fixer le safety, Loubaki. S'il ne met pas la balle au-dessus de la tête, Loubaki reprend directement son joueur. Et là, Nobel voit que ça commence à fermer des deux côtés. Et là, tout simplement, on a un décalage dans le corner. Donc tout ça, ça paraît facile, mais c'est des heures de travail en 2 contre 0, en 3 contre 0, en 4 contre 0, et en mettant les défenseurs progressivement. Dernière situation. Là, c'est pour vous montrer que sur le show, il y a une autre façon d'attaquer le show. C'est très souvent ce que font les joueurs serbes. Les joueurs serbes, eux, ils apprennent à battre le défenseur intérieur avec un appui latéral. Donc là, Gauthier, c'est ce que je leur apprends et je leur donne le choix. Là, Gauthier, il va sur un petit appui latéral, il va faire le tour, voilà. Il va faire le tour du défenseur intérieur pour tout de suite se remettre face au cercle et avoir soit de l'agressivité, soit mettre la balle au-dessus de la tête. Et là, c'est ce qu'il fait. Et donc là, il voit que le défenseur intérieur vient sur lui et il se retrouve à jouer de la protection. Et donc là, vous voyez encore, il y a une passe désaxée de Gauthier avec sa main droite. Donc tout ce type de passe, toute cette technique de passe, c'est quelque chose qu'on enseigne. Et d'ailleurs, vous voyez tous nos joueurs faire les mêmes types de passes. Moi, quand un de mes joueurs commence à ramener la balle sur sa poitrine, c'est sanction directe. En pré-saison, il va sur le banc. De nouveau, là, regardez, Marquez bat le défenseur par le dribble et tout de suite, il se remet face au jeu pour jouer le jeu de surnom. Donc après, c'est même plus du basket, hein, c'est de la logique. Hein. Vous passez la balle au joueur qui est ouvert. Il faut juste regarder les défenseurs. Vous voyez, autre situation de show. Donc ça j'apprends ces deux types de façons pour jouer quand la défense fait du show. Soit les jeux de passe, soit battre le défenseur par le dribble. Après, ça va dépendre aussi, mais là on rentrera dans un aspect tactique, sur les qualités individuelles de vos joueurs. Mais ce n'est pas le propos de cette intervention. Voilà, Sylvain, tout de suite, il se remet face au jeu, balle au-dessus de la tête pour fixer. Et lui, comme il est petit, on a développé ce jeu de passe en l'air. Et là, voilà. Donc là, il y a Amara qui a coupé en plus. Donc, et là, vous avez un panier facile sous le cercle, juste en ayant battu, en ayant été agressif sur le show. Ok, top. Est-ce que alors, on va encore aller sur le flat edge. Alors, flat edge. Et on fera une pause après pour ceux qui auront des questions. Je crois que tu as une question qui est arrivée. Ok. Alors, on y va. Je vais d'abord répondre à la question. C'est dans le question-réponse. Je ne peux pas la voir, moi. Alors, quelle intention des question-réponse. Agresser comme sur le show, sur un step-out, ce n'est pas possible. Le problème de l'agression sur le step-out, c'est que comme les défenseurs sortent beaucoup plus fort, tu vas être obligé de reculer. Sur le step-out, concrètement, ce qui se passe, c'est que les coachs, en règle générale, quand ils disent à leurs joueurs de faire un step-out, c'est faire reculer l'attaquant en dribble. Donc, tu rentrerais, à mon sens, dans ce que veut obtenir la défense de toi. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il faille trop dribbler sur le step-out. Voilà. Flat edge, donc là, ça veut dire que la défense est au même niveau que l'écran, mais elle est parallèle. La défense va sortir perpendiculaire à l'écran, sur la même ligne que de l'écran. Donc là, c'est exactement les mêmes consignes. Donc très souvent, le flat edge, il peut être dans l'axe, il peut être à 45 degrés, mais c'est plus rare. La consigne
pour les joueurs intérieurs, c'est pareil. Poser l'écran, rouler très vite. Et pour les joueurs extérieurs, quand on est dans l'axe, c'est un dribble pass ou deux dribble pass. Et derrière, on va être sur un jeu d'enchaînement de 2 passes plus agressivité. Regardez. Vous voyez. Donc là, c'est Gauthier qui va jouer le pick and roll. Voilà, donc là, un dribble, Sylvain, il monte. Et là, on enchaîne tout de suite une deuxième passe avec le joueur qui reçoit la première passe. Très souvent, il est en situation de passeur. Donc là, il faudra que tu arrêtes après la première passe. Après la première passe de Gauthier. Donc là, voilà. Hop. Top. Top. Donc là, vous voyez, la défense, là, c'est sur une situation de pick-back-pick. Mais la défense est sortie en flat edge. On a sorti la balle en vision. Tout de suite, Valentin va mettre la balle au-dessus de sa tête. Et sa lecture, c'est que fait le défenseur safety, le joueur qui défend dans le corner. Hop, là, il a un doute. Donc, il met la balle au-dessus de la tête. Il fait une légère feinte de passe pour faire mordre le défenseur. Et là, tout de suite, top. Alors, vous voyez, si tu reviens en arrière, top, reviens en arrière. Là, techniquement, ce que fait Valentin, il met la balle sur la passe à deux mains, top. Stop, bouge pas. Voilà, alors là, je vais dans les détails. Hein. Mais vous voyez, les passes à deux mains, c'est les passes qui font travailler les triceps. Valentin, il met la balle trop derrière la tête. Et donc, l'œil ne voit plus la balle. Et donc là, la balle, au lieu de partir directement pleine balle, pleine vitesse, elle va partir légèrement lobée. Donc là techniquement, la passe de Valentin, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'il met la balle trop en arrière de sa tête. Voilà. Donc là, je rentre vraiment dans le détail. Alors, dans la vidéo que tu montres, il y a souvent les mêmes plays. On voit que le 1 va dans le corner, après ça passe, et Sunoven met les petits. Oui, alors pour répondre à la question de Lucas Foncel, oui, très souvent, on aime bien avoir les joueurs les plus petits en safety. Alors, pour deux raisons, parce que physiquement et athlétiquement, c'est plus compliqué pour eux de venir s'opposer aux big men. Et pour une deuxième raison, c'est que les meneurs de jeu, quand vous avez les plus petits joueurs qui sont souvent en safety, les meneurs de jeu, c'est en attaque comme en défense, dès qu'ils n'ont plus la balle dans les mains, ils sont catastrophiques. C'est un truc, voilà. Que les meneurs, souvent, ils défendent très très fort sur la balle, mais dès qu'ils sont dans les aides défensives, ils sont moins concernés. Et c'est pareil en attaque, souvent les meneurs de jeu, ils sont bons avec la balle. Quand il s'agit de jouer sur des jeux de coupe, ils sont beaucoup, beaucoup moins bons. Et oui, effectivement, c'est une bonne question, Lucas. J'aime bien avoir les joueurs de petite taille, souvent dans les corners, et non pas avoir les postes 4. Autre situation. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc là, Gauthier, il voit tout de suite son regard est porté sur le défenseur. Il va faire deux passes, deux dribbles pour stretcher la défense. Dustin en vision monte très vite. Amara dans le dos monte très vite. Normalement, Ben Ouzo devrait rester complètement dans le corner. Là, il monte un peu trop tôt. Et top, voilà. Ben, là, le joueur qui est complètement à l'opposé de la balle, il devrait rester dans le corner. Et sur la passe à Amara, il devrait monter à 45 degrés. Donc là, le spacing du cinquième joueur, il n'est pas bon. Donc là, Gauthier, très vite, il va transférer la balle. Alors, il voit que la passe en vision est coupée. Donc, il va la faire dans le dos. Voilà. Alors, la passe, c'est pas bonne parce qu'elle n'est pas désaxée. Et là, tout de suite, c'est Nobel. Alors là, Nobel, il a une mauvaise lecture. Il doit tout de suite enchaîner la passe à Gary. Il ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, voilà, top. Là, c'était pour montrer une situation top. Ok, stop. Donc là, vous voyez, on revient sur une situation où il y a zéro décalage. Donc là, on a perdu 12 secondes de la possession. Il ne s'est rien passé. Donc là, très clairement, en vidéo, je leur dis, les gars, là, on joue à la balle. On est comme une souris dans une roue qui tourne. Et on essaye de trouver des solutions, mais on n'y arrive pas. Donc là, très clairement, Nobel, il n'a pas assez enchaîné la situation parce qu'il a mal regardé, mal évalué le retard défensif du joueur intérieur et le fait que le défenseur de Dustin Slivan n'était pas venu en aide. Donc voilà, donc là, c'est une action. Bon, on va se retrouver à 1 contre 1, des trucs à jouer qui ne sont pas fondamentalement simples. Autre situation sur du flat edge. Donc la flat edge à 45 degrés, pareil. On ouvre très vite. Et là, Sylvain, très vite, il doit voir que le safety est en retard. Il enchaîne sur une deuxième passe. Donc dès que les défenses sont agressives, très vite bouger la balle dans les apprentissages par le dribble.
Dernière situation de flat edge. Situation de flat edge à 45 degrés avec stop, avec top. Voilà. Là, vous voyez, très clairement, grosse agressivité flat edge à 45 degrés sur Milan Barbic. Pas de joueur en vision. Donc là, Milan, la première chose qu'il doit faire, c'est reverse pivot. Alors, soit passer directement Ismaël, là, mais cette passe-là, elle est compliquée parce que Ismaël, il ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Donc, soit très vite, il doit y avoir un joueur qui arrive dans le dos de Milan. Et sur un reverse pivot, Milan doit trouver ce joueur-là. Et vous allez voir, c'est exactement ce qu'il fait techniquement. Et on se retrouve sur un jeu en triangle. C'est Amara qui vient ouvrir. Voilà. Donc là encore une fois, hein, j'insiste sur la technique de pivoter. J'insiste. Je ne sais pas si on peut le revoir. Alors là, je vais vraiment dans les détails avec vous. Je ne sais pas si on peut le revoir sur le reverse pivot, Milan. Ouais. Voilà, vas-y, tout doucement, vas-y, doucement, étape par étape, top, top, top. Ok, vas-y, 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 top. Donc là, vous voyez, sur le reverse pivot, Milan, son appui droit, voilà, top, bouge pas. Là, il commet une erreur. Techniquement, c'est qu'il pivote sur le talon. Vous voyez le talon droit. Lorsque l'on pivote, on pivote sur l'avant du pied. On ne pivote pas sur le talon. Et très souvent, les intérieurs font cette erreur-là. Parce que quand on pivote sur le talon, si vous êtes poussé sur le talon, vous êtes déséquilibré. Quand vous pivotez sur l'avant du pied, c'est la différence entre l'être humain et le cheval. Le cheval, il a un sabot et donc il va très vite en ligne droite. Par contre, quand il s'agit de tourner, comme il ne peut pas, son sabot, il n'y a pas d'équilibre, il tourne en courbant. Alors que vous, quand il s'agit de tourner, nous les êtres humains, comme on peut s'appuyer, faites l'essai chez vous là, appuyez-vous sur l'avant du pied, vous allez voir que vous pouvez utiliser tous vos orteils pour vous équilibrer. Et donc, du coup, on pivote comme le pivot d'une vis avec beaucoup plus d'équilibre sur l'avant du pied. Là, Milan, je me rappelle bien parce que la situation, je l'avais vu avec lui. Techniquement, vous voyez, sur une vidéo, sur un retour vidéo, je lui disais, voilà, tu vois, là, tu perds du temps sur ton pivoté et tu n'es pas équilibré parce que tu pivotes d'abord sur le talon. Je suis désolé hein, pour les. Je rentre vraiment dans le détail de la technique individuelle. Hein. Sur l'inversion. Alors, l'inversion, c'est ce qu'on appelle refuser l'écran. Là, j'ai des images uniquement sur de l'inversion dans l'axe. On voit de plus en plus des équipes qui inversent dans l'axe. Je suis le premier à le faire. Hein. J'aime bien ça. Donc, tu vas t'arrêter au moment où le joueur reçoit la balle. OK, top. Donc là, quand on a un joueur qui inverse, la première chose que je demande, et là on est tactiquement, c'est au joueur intérieur d'inverser l'écran, de venir perpendiculaire au défenseur extérieur. Donc, vous voyez, Valentin Chéry qui est censé là, poser l'écran pour que le joueur aille sur la droite, top. Il inverse l'angle de l'écran. Et là, on retombe sur la question de l'angle de l'écran. On doit attendre l'écran. Et là, très souvent, ce que je demande à mes joueurs extérieurs, c'est de faire ce que nous, on appelle snake. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là, il va dribbler sur sa main gauche et il va revenir sur sa main droite pour retrouver le schéma de jeu classique. Et donc là, alors là, il y a une faute. Donc là, très clairement, une fois que là, c'était Ben Uzo, s'il revient sur sa main droite, il va se retrouver de nouveau sur une défense de protection, voire de switch. Donc en fait, le fait d'inverser l'écran, de snaker, de tourner autour du défenseur extérieur, va permettre de retrouver la situation initiale d'écran porteur. On va voir ça sur la deuxième action. Ok, top. Donc là, voilà, hop, le défenseur de Vichy, hop, revient en arrière. Arrête. Le défenseur de Vichy décide de refuser l'écran sur la main droite de Gauthier. Gary inverse l'angle de l'écran. Gauthier va tourner autour de Gary. Donc là, ce qu'il faut, c'est apprendre à vos intérieurs à s'arrêter et au moment où le joueur extérieur est passé, à rouler. Vas-y. Voilà. Donc là, Gauthier. Et là, deux options. Soit Gauthier décide de stretcher le défenseur de l'intérieur de Vichy pour faire revenir Gary dans le couloir de jeu direct et de nouveau jouer, alors soit un switch, soit de la protection en fonction de ce que décident de faire les défenses. Soit il décide, dans ces cas-là, d'agresser le big man et de jouer le 1 contre 1. Et j'aime bien cette option-là parce que ça vous permet surtout d'avoir une deuxième option de mismatch sur le rebond offensif. Là, ça, c'est pas normal que Gauthier loupe ce tir. Mais là, vous voyez, on a une deuxième option de Gary qui peut jouer
qui peut jouer le rebond, puisque le défenseur extérieur est automatiquement derrière l'intérieur. Ok, top. Juste pour, top. Juste pour revenir sur la question de Lucas qui disait mais on voit toujours le même système, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient là la semaine dernière, c'était aussi toujours les mêmes systèmes. Je n'ai pas 30 000 systèmes. Moi, je vous dis, on est très pauvre en système. On a quelques options. Alors, on a pas mal d'options, mais au final, on n'en a pas tant que ça. Par contre, on sait exactement ce que l'on doit faire techniquement et tactiquement sur chaque type de situation. Et comme je vous l'ai déjà dit, hein, il n'y a pas de système magique. Corentin, bonjour. S'il stretch, est-ce que le joueur corner opposé doit écraser ou remonter Situation contre Vichy. Est-ce qu'on peut revenir sur la situation contre Vichy pour que je réponde à la question de Corentin? Oui. La situation d'avant. C'est celle-ci. Ouais, ok, top. Donc là, ok, top. Vas-y, top. Ok, top. Donc là, top, on ne bouge plus. Donc là, par exemple, Dustin Sliva, il devrait rester dans le corner. Le joueur en vision, il devrait rester dans le corner pour libérer le couloir de drive à Gauthier. Il emmène légèrement un peu trop. Donc là, Dustin, sur cette action, si la défense avait fait du step out, il aurait dû monter. Si la défense avait fait du switch, il aurait dû montrer, on le verra sur le switch. Si la défense reste bas, comme c'est le cas de Mokone, il doit descendre légèrement. Et là, Nobel, en revanche, à partir du moment où Gary va rouler, Nobel, il doit suivre dans le dos de Gary. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, en tout cas le sens de la question. Voilà, action suivante. Ok, top. Donc là, vous voyez, inversion. Donc Gary change l'angle de l'écran. Là, c'était Ben Uzo. Il va snaker l'écran. Voilà. Il va attaquer sur sa main droite. Là, Gary va rouler complètement. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le défenseur n'est pas battu. Le défenseur n'est pas battu. Donc, j'apprends à mes joueurs que quand vous ne battez pas le défenseur intérieur, arrêtez-vous. Jump stop. On s'arrête sur ces deux appuis. Alors, je vais répondre à ta question, Julien. Salut. Donc là, vous voyez, il y a encore deux options. Il y a l'option de la première mismatch et il y a l'option du rebond offensif de l'intérieur. Julien, salut à toi. Bravo pour ce que tu as fait à Saint-Quentin. C'est dommage, on aurait eu un bon match à jouer parce que ça aurait été le match, le match qu'on aurait dû jouer avant qu'on soit confiné. J'en avais un peu peur de ce match-là. D'ailleurs, Julien, vous jouiez très très bien au basket. Bonjour JC, est-il intéressant d'utiliser le snake face à une défense en protection basse ou l'utilises-tu uniquement quand l'écran est inversé? Quand la défense est en protection basse, je reviens sur les qualités individuelles de tir. J'oblige toujours, j'aime obliger dans un premier temps les joueurs intérieurs à sortir. Donc, on travaille énormément le tir extérieur derrière toutes ces options-là. Utilise uniquement quand l'écran est inversé. Non, le snake, je l'utilise quand même très souvent quand l'écran est inversé. Très souvent. C'est une des options fortes que l'on a. Par rapport à ça. Et d'ailleurs, comme moi, je suis quelqu'un qui fait de l'inversion, pour éviter le snake, quand je vois que mais là, je rentre dans de la tactique, hein, quand je vois que moi, je fais de l'inversion à 45 degrés dans l'axe, quand je vois que l'équipe en face fait du snake, je demande à mes défenseurs intérieurs de monter plus haut et d'être presque sur du flat edge pour justement ne pas donner la window et ne pas donner l'inversion et le snake. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, Julien. On enchaîne. J'ai une question, moi, j'essaie. Ouais. Si ton meneur, là, dans cette situation-là, plutôt que d'arrêter son dribble, ce qui Il peut pourrait parfois ressortir en dribble et stretcher le big man. C'est ça la question? Voilà. Ouais, Oui, c'était ça. c'est ce que fait souvent Calates. D'accord. Tu peux, mais alors là, ça veut dire que tu rentres dans des collaborations avec les autres joueurs qui sont. Là, tu es sur du très très haut niveau. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, j'ai même envie de te dire plutôt d'arrêter le dribble, c'est même l'option idéale. C'est même l'option idéale. Calates le fait très très bien. Diamantidis, Padouli, ça c'est l'école grecque. Ouais, tout à fait.
C'est vrai qu'on a l'impression de revoir toujours le même système. Merde, ça va falloir que je me renouvelle. J'ai pas vu l'action là, si vous pouvez la remettre, parce que pour moi c'est saccadé chez moi. Donc là voilà, écran inversion du défenseur de Vichy, Soukaoumou. Ismaël inverse l'écran. Alors, Ismaël inverse l'écran. Stop. Alors, je leur donne deux options. Je leur donne soit d'inverser l'écran, si tu peux revenir sur l'inversion de l'écran. Je leur donne deux options. Je leur donne soit l'option d'inverser face au défenseur extérieur, soit l'option, c'est ce que fait Ismaël, avec un pivoté effacé, d'inverser avec ses fesses pour ne pas avoir pivoté et tout de suite être en vision sur le rolling. Cette option, je laisse le choix au joueur intérieur de choisir le pivoté qu'il préfère. Moi, j'ai une préférence pour ce type de pivoté-là. Néanmoins, ce n'est pas moi qui joue. Donc, je leur apprends les deux choses et c'est les joueurs qui décident. Vous voyez, là, Ismaël, il tient le défenseur avec ses fesses. Il préfère ça parce qu'il estime qu'il a tout de suite ses appuis dans la course. Moi, je préfère cette option-là parce que je pense que tu es tout de suite en vision, tu as tout de suite tes appuis dans la course. La Nobel, plutôt que de snaker, il décide de faire de la protection. Donc, c'est un choix. Ça, c'est une initiative personnelle de Nobel. Donc là, c'est un 3 contre 2. Vous voyez, Nobel, la lecture qu'il doit avoir, c'est que fait Koné, que fait mon désir. Là, il décide de prendre le tir. Bon, après, c'est le talent individuel du joueur. Là, c'est une initiative personnelle de Nobel. Allez, on passe sur du switch. Stop. Vous avez déjà des questions, d'autres questions? C'est peut-être un peu long, je suis désolé, mais on va balayer. J'essaye de balayer le plus de situations que l'on retrouve, en tout cas, dans nos championnats. Je prends 2-3 secondes s'il y a des questions qui s'écrivent, sinon on enchaîne sur le switch. Ok, on y va. C'est parti. Switch, ça retourne le cerveau de tout le monde parce que tout le monde switch maintenant. Alors, top. Moi sur switch, j'ai une consigne très simple. C'est il faut très vite ouvrir le jeu de passe par le jeu par le passe. Donc c'est un peu comme le step out ou le show. On va tout de suite se retrouver dans des jeux de passe pour le plus tôt possible retrouver la mismatch intérieure. Quand on a du temps, l'objectif, c'est de retrouver la mismatch intérieure. Pas fondamentalement pour scorer à l'intérieur, mais en tout cas pour obliger la défense à peut-être se regrouper, venir aider et ressortir les balles. Donc là, vous voyez, si on peut revenir au moment du switch. Donc très vite, ça switch. Amara, qui avait décidé de couper, voit que ça switch. Il va tout de suite remonter dans le jeu en vision. Dans le dos, Nobel décide de monter. Et là, très vite, balle au-dessus de la tête, recherche de la mismatch intérieure. Donc là, top. Ouais, passe intérieur Ismaël. Ismaël commet une erreur technique. C'est de descendre la balle. Et là, il aurait pu se faire slapper la balle. Il aurait dû laisser la balle au-dessus de sa tête. En revanche, il lit très bien la situation. Il y a que défenseur du grand qui avait switché laisse Milan ouvert. Tout de suite, retour de passe et tir. Dans le cadre d'un switch Corentin, dans le cadre d'un switch en fin de possession. Alors, moi, j'ai un gros problème avec, dans le cadre d'un switch de fin de possession, il faudrait que tu me précises ce que c'est la fin de possession dans ta question, Corentin. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire dans ton langage à toi, fin de possession. J'attends la précision de Corentin. Moins de 6 secondes. Ah, Corentin, tu as un téléphone portable ou pas? Je pense que tu as un téléphone portable. Super. Eh bien, écoute, Corentin, quand il reste 6 secondes, c'est 25% de la possession. Quand il te reste 25% de batterie, est-ce que tu vas plugger ton téléphone ou est-ce que tu te dis j'ai encore du temps? Je suis sûr que tu vas plugger ton téléphone parce que toi, tu es en panique de ne plus avoir de batterie. Moi, ce que j'explique à mes joueurs, c'est que même quand il reste 6 secondes, vous avez encore 25% de la possession. Et 25% de la possession, c'est long. C'est long. Une des grosses évolutions du jeu, l'Euroleague s'est énormément appauvri depuis 2-3 ans. Tout simplement parce qu'il y a 36 matchs maintenant et que les coachs ont moins de temps pour travailler, moins de temps pour créer. En revanche,
l'Euroleague est devenue très forte sur les 2-3 dernières années sur une chose. À 6 secondes de la fin, quand il ne se passe rien, ou même à 4 secondes de la fin ou à 3 secondes de la fin, il y a encore un joueur qui remonte au pick and roll. Où il y a encore des choses qui se passent. 6 secondes, c'est long. On a encore le temps de vouloir jouer sur la mismatch intérieure. Je ne suis pas fondamentalement pour la mismatch extérieure parce que la mismatch extérieure, très souvent, elle se finit par un tir casse-route. Julien a travaillé très longtemps. Il est là, il pourra en parler avec Christian Monchot qui a une stratégie de switch. Pourquoi les coachs switch? Parce que très souvent, on dribble et on finit sur un tir casse-croûte avec le grand qui est en challenge. Moi, je pense que 6 secondes, on a encore du temps pour essayer de retrouver le jeu intérieur, voire, après, ce n'est pas fondamentalement passer la balle à l'intérieur, mais c'est faire une feinte de passe et essayer de retrouver un décalage pour avoir un drive. Je ne suis pas un grand fan de la mismatch extérieure, même si je le travaille. Je le travaille parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même travailler. Ça existe. Donc là, un switch tout simple. Donc là, on est sur un jeu en triangle. Vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que Gary prend un dribble pour fixer le défenseur 5 qui faisait semblant de défendre sur la passe. Le fait de prendre le dribble fait monter légèrement Kevin Dinal. Et là, on voit qu'on a un bon verrouillage de la position avec les fesses techniquement de Valentin Chéry. Passe à terre, désaxé. Et là, voilà, Valentin, il ne rompt pas le contact. Et tout de suite, juste sur un pivoté engagé, comme il a gardé le contact, il continue d'avancer, il a un lay-up facile. Vous voyez, des choses très simples, très vite libérer la balle sur le switch, très vite libérer la balle. Parce que moi, je leur dis toujours, alors en anglais, don't freeze the ball. C'est-à-dire, souvent, on a tendance à dribbler et attendre et il ne se passe rien. Quoi. Comment faire pour garder au maximum la mismatch afin de toujours avoir l'avantage? Merci. Pour garder la mismatch, à partir du moment, la mismatch, tu l'as à partir du moment où tu as le switch dès le début avec le poste 5. Après, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir beaucoup de switchback et tu peux te retrouver avec un 5 qui va être défendu par un poste 4. Pour éviter ça, ce que je fais, c'est que très souvent, quand les équipes switch, je joue un système tout con, un horn dans l'axe, avec le 4 en vision. Et donc, j'essaye de sortir très vite la balle au 4. Comme ça, s'il y a des switchbacks, au pire, ça sera le poste 2 ou le poste 3. Voire même, ce que je fais, c'est que je mets mon 1 dans le corner, mon 4 dans le corner. Et comme ça, je sais que si j'ouvre la balle en vision au poste 4 et qu'il y a switch, ça sera mon 1 qui sera sur les mismatchs, où ils vont switcher avec le 1 ou le 2. C'est mon 3 qui jouera le pick and roll. Mais l'avantage, tu l'as d'entrée. Alors, bien entendu, il faut avoir un minimum d'agressivité pour que le 5 reste avec le meneur de jeu sur le premier dribble. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais encore une fois, si vous êtes dangereux par le tir, les joueurs, ils vont tout de suite, les 5, ils ne vont pas vous laisser tout seul. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, Sylvain, switch. Voilà. Ah, c'est ton équipe, Julien. Enfin, c'était pas toi à l'époque. Top. Voilà, tout de suite, regardez. Top, reviens en arrière. Vous avez Gauthier Denis, tout de suite, balle au-dessus de la tête, prise de position de Gary. Donc stop, ce qui est important là, c'est d'apprendre aux joueurs. Là, il est limite Gary avec son coude sur la faute offensive. La défense passe devant. Donc là, la première lecture de Gauthier, c'est qu'est-ce que fait le défenseur extérieur? La défense passe devant. Donc le deuxième regard de Gauthier, c'est qu'il y a un safety. Le troisième regard de Gauthier, c'est le goalkeeper. Stop. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir Valentin Chéry, le joueur qui vient ouvrir le jeu en triangle et qui permet de tuer la rotation en X. Et donc, au moment où Valentin vient, vous avez Kanté, je crois, Lamine Kanté qui fait un pas vers Valentin. Et donc, du coup, il est en retard sur la rotation en X de la passe de transfert. Voilà. Et donc là, 2 passes et tout de suite de l'agressivité. Et là, voilà, une aide qui vient et tout de suite, on a un décalage. Et de nouveau, après, même s'il y a un gros marché de Sylvain Francisco, parce qu'il n'a pas attrapé la balle sur le petit sursaut, on a un lay-up. Autre situation de switch. Donc là, vous voyez, stop, hop, vous voyez, reviens en arrière, s'il te plaît, Karim. Première intention de Sylvain, drive à l'opposé de l'écran porteur. Première intention de Sylvain, drive à l'opposé de l'écran porteur. Voilà.
Top. Gardez le dribble. Défense switch. Alors là, ça switch avec un extérieur hein, parce qu'ils étaient en retard, mal organisé. Tout de suite, on essaye de retrouver. Top. Vous voyez, Sylvain, lui, décide d'ouvrir tout de suite. Mais après, c'est son talent à lui. C'est plutôt que de faire une passe, il voit tout de suite qu'il y a un safety qui vient. Il monte la balle au-dessus de la tête. Alors lui, ça, c'est la dernière étape. C'est les joueurs qui sont capables de passer dans le saut sont des joueurs qui sont capables de faire des passes aveugles. Et c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Vous en verrez une. Avec Sylvain, c'est quelque chose qu'on a travaillé parce que lui, il est capable de ça. Voilà. C'est la dernière étape de la passe, c'est retarder son choix dans le saut. Et là, ben voilà, vous avez tout simplement une agressivité par le drive et vous avez un panier facile. Voilà, donc là c'est une situation de switch sur un écran indirect. Hein. Donc c'est pareil, dès qu'il y a une situation de switch, là je vous l'ai montré parce que ce n'est pas un pick and roll, vous devez stopper votre système. On n'est pas des sourires qui répétons bêtement un système. On lit tout de suite la situation et là vous devez avoir Valentin Chéry qui remonte. Alors là, vous voyez par exemple, on est encore sur l'étape d'après. Là, normalement, en fonction de ce que fait le défenseur, Daniel Dillon, il doit soit ouvrir la balle sur Nick Kellogg, qui doit remonter en vision, soit ouvrir la balle sur Valentin Chéry. Là, le défenseur, il est dans le dos de Gary. Donc, comme le défenseur est dans le dos de Gary, il doit ouvrir la balle en vision. Parce que ça veut dire que quand il va ouvrir la balle en vision, le défenseur sera toujours dans le dos de Gary. Si jamais le défenseur reste là devant Gary, on va inverser le triangle et on va donner la balle à Valentin Chéry. Et donc, du coup, il y aura une relation Valentin Chéry, Gary Florimond. Ça rejoint l'intervention qu'on a eue la semaine dernière sur le jeu en triangle et la relation de jeu de passe autour du poste bas. Voilà. Et donc après, vous avez un décalage. Top, bougez pas. Reviens. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous voyez tout de suite la tête des accès de Gary, la lecture de Niakundi qui est venu en safety, Valentin qui normalement devrait complètement impacter ou le défenseur numéro 11 ou flasher en plein milieu sous le cercle. Et vous avez Gauthier Denis qui va remonter légèrement pour une skip pass. Et là, je ne sais pas si on le voit, normalement il y a le petit sursaut, le petit appui de Gauthier Denis pour tout de suite rentrer les appuis dans le drive. C'est ce que j'appelle mythe de passe, aller à la rencontre de la passe et avoir de l'agressivité par le drive. Allez, je crois que c'est une des dernières situations de pick and roll, c'est ce qu'on appelle les pick back pick. Voilà. Donc pour tout le monde, c'est un pick and roll et un joueur très souvent extérieur ou intérieur. Moi, j'aime bien le faire avec mon poste 4, stop. Là, c'est avec mon poste 4 qui vient piquer le défenseur intérieur dans le dos. Donc là, on voit que la défense fait de la protection. Première option, et oui, ça c'est une des choses fondamentales de notre jeu, on essaye de driver la défense à l'opposé. Donc là, drive à l'opposé de Gauthier. Gary plonge. Amara sort. Top. Hop, si tu peux revenir en arrière. Gauthier voit que là, il va rajouter un dribble supplémentaire pour regarder ce qui se passe entre les deux intérieurs. Et là, il voit qu'il y a potentiellement un switch 4-5. Donc là, Mokone, à mon avis, mon désir ici, essaye de dire à Mokone, prends Amara, moi je vais prendre Gary. Donc Gauthier fait un dribble supplémentaire, un dribble d'hésitation pour bien lire la situation. Donc malheureusement, vous voyez, mon désir dit à Koné reste sur le poste 4. Ils se trompent tous les deux intérieurs se trompent. Et puis on a un tir ouvert d'Amara. Vous voyez, là on est sur une situation de drive à l'opposé de l'écran porteur encore une fois. Tout simplement parce que la défense elle n'était pas organisée pour cela. Autre situation, pick back pick avec mon joueur extérieur. Top. Alors, revenez en arrière. Donc là, je vous l'ai mis celle-ci juste pour vous montrer, mais là, c'est sur la technique de 1 contre 1. Reviens en arrière, s'il te plaît. Donc là, Milan n'attend pas assez l'écran d'Ismaël. Là, vous avez vu que Mokone reste très, très bas. Donc, si Milan, stop. Là, Milan, il n'attend pas assez l'écran. Donc, parce qu'il ne fait pas le travail de drive à l'opposé, de monopolisation du défenseur à l'opposé de l'écran porteur. Donc, du coup, s'il avait fait ce travail-là, normalement, Mokone, Milan aurait eu un tir ouvert, parce qu'il y aurait eu un décalage. Mais néanmoins, ce qu'il faut apprendre à vos joueurs dans la technique de 1 contre 1, vas-y, tout doucement, étape par étape, c'est qu'à partir du moment où le défenseur, vous réussissez à avoir le défenseur
latéralement, non plus en face de vous, vous devez garder le contact. Vous voyez Milan, avec son avant-bras, il maintient le contact. Il va très vite remettre son appui gauche devant, voilà, pour maintenir le contact maintenant aussi avec le bas du corps. Parce que si vous le faites qu'avec le haut du corps, vous faites faute offensive. Donc là, très vite, il maintient le contact avec Denave et il va réussir à passer l'avant-bras et à garder l'avantage. Et donc là, après, ce n'est juste que voilà, l'autre défenseur extérieur vient aider, passe des accès et on a un avantage sur le shooter. Voilà, drive opposé, top. Défenseur vient, hop, stop. Vous voyez de nouveau, regardez. De nouveau, techniquement, reverse pivot passe des accès. Oui, boum, boum, 1, 2 dribble, 1, 2. Et là, stop, stop. Regardez les appuis de Gauthier Denis. Ils sont parfaits. Regardez, il s'arrête, il pivote sur l'avant du pied. Et donc, du coup, le pivoté est beaucoup plus rapide. Et là, top, bouge plus. Vous voyez, là, si je m'arrête techniquement, Milan, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il n'est pas en position de tir au moment où il reçoit la balle. Et revient en arrière, une image en arrière. Milan, il reçoit la balle et il a 2 bouts de bois à la place de la balle. Il devrait déjà être fléchi et être en position d'armée. Regardez, stop. Top. Vous voyez là, techniquement, encore une action, Karim. Top. Milan, on dirait moi. Quoi. On dirait moi quand je prends un tir. Alors que là, la première chose qu'il va refaire, ça va être de se réfléchir. Sauf que le rythme du tir n'est plus bon. Et donc là, je peux vous assurer que quand je vois partir le tir, il y a une grande chance qu'il ne rentre pas. Là, je sors du cadre de l'intervention. Ok, top. Stop. On revient en arrière. Donc pareil, même système. Juan. Oui, Juan, c'est un garçon qui avait jamais joué de pick and roll à l'INSEP. Hein. Donc c'est pareil. Donc réception, petit sursaut. Tout de suite, il enchaîne, il voit qu'il a l'avantage. Hop, il fait un dribble de décalage et tout de suite, hop, la lecture de Juan, c'est est-ce que le défenseur intérieur est pris dans l'écran? Oui ou non? Là, c'est un peu le cas. Est-ce que le défenseur extérieur vient aider ou vient switcher éventuellement? Ce n'est pas le cas. Donc, il va faire un dribble de décalage parce qu'il a un léger doute, dribble d'hésitation. Il voit qu'il y a le couloir de jeu direct qui s'ouvre parce que le défenseur extérieur ne vient pas. Et tout de suite, il remet les gaz et il attaque le cercle. Voilà. Stop. Je vous ai mis cette situation contre Souffle juste pour vous montrer qu'ils sont en zone ou en match-up zone. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont en zone ou en match-up zone. Quand on annonce un système sur zone, d'homme à homme, on joue le système. Et j'ai envie de ça fait 5 ans que je coach. J'ai pas un système de zone. Je n'utilise que mes systèmes d'homme à homme. Parce que ce n'est ni plus ni moins que quand vous posez un pick and roll, ça va switcher, ça va faire de la protection, ça va faire du step out, ça va faire un truc que vous retrouvez dans votre jeu d'homme à homme. Et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur des prêts collectifs, de la technique individuelle et de la capacité des joueurs à lire très vite et prendre l'avantage sur n'importe quel type de situation. Donc là, vous voyez, on fait zone. Enfin, Souffle fait zone. Voilà. Donc là, on part au pic. Ça a switché. OK. Gauthier décide de stretcher le défenseur sur le switch. Et après, sa lecture, c'est ni plus ni moins que le dernier joueur, le safety. C'est tout de suite son regard, il va se positionner sur le safety. Qu'est-ce qui se passe? Il voit que le safety reste, là c'est Louis Marnette, il reste sur Amara, alors qu'il n'y a pas de raison de rester. Vous avez vu, la passe, elle est toujours désaxée. Et on a un décalage. Sur un tir extérieur. Ok. On va parler un petit peu, pour finir le pick and roll, on va parler des short rolls. Et on enchaînera sur les mains à main. Je sais que c'est un petit peu long, mais j'ai voulu balayer. J'essaye de vous donner le plus de choses possible. Voilà.
on va balayer maintenant très rapidement les short rolls. Toujours pareil, important d'établir le contact visuel le plus rapidement possible. Là, vous avez le premier short roll, c'est sur un short roll de show. Donc, ce qui est important, c'est contact visuel, s'arrêter quand on reçoit la balle et très vite trouver le décalage. Donc là, vous voyez, un dribble, tout de suite contact visuel entre le passeur et Gary, et les décalages, les ballons qui restent au-dessus de la tête, et les décalages pour le tir extérieur. Sur le short roll, ce qui est important, arrête-toi au niveau de l'écran. Top. Ce qui est important, c'est d'apprendre à vos joueurs attaquants, porteurs de balles, d'attendre les écrans. Et l'angle de l'écran n'est pas flat, il est en diagonale pour pouvoir permettre aux joueurs intérieurs, très souvent, de faire un reverse pivot. C'est le cas d'Amara. Vous voyez, l'angle de l'écran d'Amara, il est bon. Et Sylvain attend correctement l'écran. Il faut vraiment, sur les short rolls, attendre les écrans plus que sur les écrans classiques. Et là, Amara, ce qu'on demande, c'est d'avoir un reverse pivot pour tout de suite ouvrir l'angle de passe. Voilà, parfait. Et là, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une sorte de flat edge. Et là, tout de suite, on a un décalage pour le tir avec une passe désaxée de Sylvain. Encore une fois, j'apprends les deux types de pivotés, je laisse le choix au joueur. Gary préfère avoir un pivoté engagé, je le laisse sur un pivoté engagé. Vas-y, tu peux continuer. C'est juste des actions. Là, je passe vite sur les short rolls. Hein. Donc là, pareil, ce qui peut se passer sur le short roll, on revient juste au moment de la passe. Ce qui peut se passer sur le short roll, c'est que l'ailier dans le corner vienne éventuellement dissuader. Donc là, la lecture du porteur de balle. Donc ma première lecture, c'est qu'est-ce que fait le défenseur intérieur. Ma deuxième lecture, alors normalement, le joueur extérieur doit être dans le corner. Qu'est-ce que fait le défenseur du joueur dans le corner? Si jamais il vient, j'ai une passe dans le corner, voire éventuellement un coup de backdoor. Si jamais il ne vient pas, j'ai ma lecture pour le tir, pour la passe, pour la pocket pass. Voilà. Et donc là, on a encore une fois une passe désaxée de Gary à terre pour Nobel. On passe sur les dribbles main à main. Les dribbles main à main, c'est devenu très commun dans le basket. Donc, on va balayer l'ensemble des situations de dribble main à main. Under, screen, over et deny, etc., etc. Alors, donc la main à main entre Gary, top. Main à main entre Gary et Juan. Alors, normalement, ce que je demande aux joueurs intérieurs, c'est d'avancer sur le main à main pour aller chercher les elbows des lancers francs pour obliger les défenseurs à passer au-dessus. Voilà. Donc là, très clairement, il n'y a pas assez d'agressivité de Gary. Là, ça passe en dessous et top. Alors là, Juan, monopolisation de son joueur. Dribble entre les jambes, vous retrouvez le dribble entre les jambes dont j'ai parlé derrière sur under et screen. Et là, top. Là, ce que je demande aux joueurs extérieurs sur le under et screen, sur le main à main, c'est d'essayer d'avoir tout de suite de l'agressivité vers le big man. Donc là, ça va être le cas de Juan. Voilà. Et d'attaquer le big man en dribble. Voilà. La Gary, boum. Il y a un coup de backdoor. Voilà, ça passe en dessous. Et encore une fois, si ça passe en dessous et que ça fait de la protection, ça passe en dessous sur le main à main, sur le rescreen, ça passe au-dessus. Encore une fois, vous devez apprendre à vos joueurs extérieurs à tirer derrière les écrans porteurs. Parce que si vos joueurs extérieurs sont capables de tirer derrière les écrans porteurs, c'est indéfendable. La défense va être obligée de faire du step out. Et quand les défenses font du step out ou du show, ça ouvre les espaces. Donc, c'est fondamental d'apprendre à vos joueurs à tirer derrière les écrans porteurs. Donc là, si on peut la remettre, moi je l'ai en saccadé, je ne sais pas si vous l'avez correctement. Juste au niveau du main à main. Donc, vous voyez, au niveau du main à main, donc pareil, hein, les pivotés sont les mêmes que sur… Voilà, on pivote. Voilà, Ismaël, il pivote en engagé pour aller choper le défenseur. Et là, Sylvain, de nouveau, il essaye de driver à l'opposé.
ça ne fonctionne pas. Dribble entre les jambes. Vous voyez, la technique est la même pour tout le monde. Et là, voilà, il voit que le big man commence à faire ce qu'on appelle un retreat. Il a l'avantage sur son joueur parce que son joueur est sur le côté. Agression sur le couloir de jeu direct. Dustin Slival 14 remonte dans l'axe. Et là, on a une passe désaxée pour le shooter dans le corner. Dribble main à main. Quand ça passe au-dessus, plus protection. Donc là ça passait en dessous. Alors là, c'est sur des jeux de passe poste bas. Vous voyez, donc hop, passe. OK. Top. Non, top, top. Donc là, vous voyez, là, ce que je demande à mes joueurs intérieurs, au moment où ils vont faire le main à main, c'est de pivoter, si possible, en reverse pivot. Donc pour mettre le défenseur dans son dos. Il faut faire attention à ça parce que c'est une utilisation qu'on a du règlement, nous les coachs. Normalement, c'est faute offensive. Voilà. Donc il faut faire attention. Mais là, je demande, là, Gary le fait sciemment. Si jamais, encore une fois, je laisse le choix aux joueurs. Là, vous voyez, donc là, on se retrouve avec, comme sur de la défense de protection. C'est comme sur de la défense de protection. Donc là, on se retrouve avec un 2 contre 1 à jouer et avec juste de la lecture des joueurs qui viennent aider. Voilà. Et donc là, encore une fois, voilà, passe à terre ou passe lobé. Gary est un joueur qui reçoit plus facilement des passes à terre parce qu'il est au sol. Ismaël, on n'est plus sur des passes lobées. Là, cette passe, c'est une passe. Vous voyez, Sylvain, c'est son talent à lui. La même situation, passe à l'intérieur. Un écran en direct du 4 pour Sylvain. Là, on vient. Top, si tu peux remettre l'action au moment où Sylvain fait la passe. Donc là c'est la dernière étape. Vous voyez, on est typiquement sur. Voilà, j'ai pris l'information, il y a eu le bug, le joueur s'est libéré. Regardez, la passe, elle est complètement aveugle de Sylvain, elle est désaxée. Bon, elle est magnifique. Hein. Ça, c'est la dernière étape d'apprentissage dans la formation d'un joueur du plus haut niveau. Et on est en train aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui, on est en train de former Milan là-dessus. On est en train de former tous nos joueurs extérieurs. Enfin, on essaye de les développer dans ce sens-là. Lorsque les mains à main sont deniées, sont coupées, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si tu peux mettre un stop, Karim, sur les jeux de backdoor. À partir du moment où vous êtes denié, même sur un jeu de passe, vous devez couper backdoor. C'est la même règle. C'est la même règle sur les mains à main. Et systématiquement, vous allez avoir une aide sur le jeu de backdoor et donc une lecture, ou alors vous serez ouvert et vous aurez un tir. Donc là, on va voir les situations de dream main à main qui sont deniées. Vous voyez, là hop, défenseur deny, je coupe backdoor, bon, et j'ai un tir ouvert. Tout simplement. Et là, il n'y a pas de système, il n'y a plus rien. Vous voyez, drive opposé de Gauthier Denis. Voilà, hop, deny, top, 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 si tu peux revenir juste en arrière. Donc voilà. Donc, le main à main est denié, passe à terre de Gary. Et là, on se retrouve top, stop. Oui, top, 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 bouge plus. Là, regardez, la tête donc là, Amara, normalement, devrait rester dans le corner pour emmener son joueur avec lui dans le corner. C'est une mauvaise lecture d'Amara. On se retrouve sur de l'attaque de protection. Et donc là, très clairement, Milan, il a pris la première information sur Chouafé en haut. Normalement, Evans Ganapamo devrait remonter plus haut dans l'axe du terrain pour tuer son défenseur. Et après, il y a juste la lecture de Mbaye dans le corner. Voilà. Et là, stop. Sur la protection, quand la défense, le défenseur intérieur et les petits malins, les défenseurs, ils viennent très vite au contact des extérieurs. Dans ces cas-là, il faut apprendre à vos joueurs à passer derrière la défense. C'est ce que fait très bien Milan ici. Vous voyez, Amara est mal placé. Ça va être beaucoup plus bas. Là, c'est Juan. Voilà, voyez, hop, Juan, il est denié, il part backdoor, il voit qu'il y a une haine qui vient. On est juste sur un jeu de transfert. Alors, ça peut paraître simple, hein, mais voilà, c'est tout le travail que… Le basket, c'est un sport très simple. Il suffit juste de regarder. Il faut juste faire les choix justes et regarder les défenseurs. Après, techniquement, il faut y mettre les bons ingrédients. Voilà. Donc là, oui, il se passe. Top. Alors, autre type de deny. Maintenant, le deny, il n'est pas avant le main à main, il est après. Quand le deny, quand le défenseur extérieur est avec… Stop. Quand le défenseur extérieur est avec le joueur extérieur, ben vous allez curler tout simplement. Vous allez curler. Le big man va pivoter en effacé pour toucher légèrement le joueur extérieur. Et vous allez voir que là, de nouveau,
vous avez soit le défenseur intérieur qui va dropper pour protéger, le jeu de curl, et dans ces cas-là, Gary, il n'aura plus qu'à attaquer, aller au lay-up. Top, et voilà. Et là, on a un jeu de lay-up tout simple. Donc tout ça, c'est des situations qu'on répète énormément, mais hors système. Hein. Et tous nos joueurs parlent le même langage. Hop, vous voyez, le main à main est denié, Gauthier va curler, il y a automatiquement un avantage. Et là, bah, normalement, on a un panier facile, mais bon, on l'a pas. Est-ce que tu veux que je la remette? Non, c'est bon, c'est bon. Enfin, moi, je l'ai vu correctement, je ne sais pas pour vous. C'est bon aussi. C'est terminé? Ah, oui. Super. Bon, écoutez, j'ai essayé de balayer la plupart des… Je crois que la seule situation que je n'ai pas trop traitée, c'est ce qu'on appelle stick, parce qu'on en voit quand même peu à nos niveaux. Je vous avoue que je m'y penche très peu. Et puis qu'en règle générale, c'est des situations pour moi qui sont assez simples à utiliser. Je pose l'écran. Si jamais je vois que les défenses me font ça, je pose les écrans en dessous de la ligne à 3 points. Et s'ils stick, bah, si le défenseur extérieur passe en dessous, j'ai un tir à 3 points. Et si le défenseur extérieur passe au-dessus, j'ai un lay. Donc, ça ne m'a pas semblé trop utile d'en discuter. Je ne suis pas rentré aujourd'hui dans l'aspect tactique de quand, dans quel système, etc. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est de l'utilisation de la technique individuelle au pré-collectif, au jeu à 2, au jeu à 3. C'est tout le travail que je fais tout au long de la pré-saison et sur toute la première partie de saison pour qu'on parle tous le même langage et qu'on fasse tous la même chose. La même chose dans la technique individuelle, les jeux de passe des accès. La même chose dans la façon tactiquement après, alors techniquement de s'arrêter. La même chose dans la façon tactiquement de jouer les pick and roll en fonction des défenses. Voilà. Au final, on fait des choses très simples, mais on essaye de les faire avec un bon degré d'exigence. Voilà. Si vous avez des questions, Il y en a quelques-unes là que je vois. Une de Benoît Marty. Dans quelle situation préconises-tu l'utilisation du short roll? Dans quelle situation? Alors, dans un premier temps, le short roll, je l'ai beaucoup utilisé depuis 2 ans, uniquement parce que j'avais un joueur extérieur qui était capable de tirer extérieur. Si vous avez des joueurs extérieurs qui ne tirent pas trop, à l'époque, quand j'étais à Denain, la première saison, je l'utilisais peu parce que j'avais Jérôme Cazeneuve qui n'était pas un gros shooter sur la ligne des lancers francs. Je l'ai utilisé un petit peu plus à partir de ma 2e saison parce que j'avais Jerry Goutiel qu'on avait développé là-dessus. C'est une arme qui est intéressante. C'est plutôt une arme qui est intéressante quand les défenses font de la protection parce que ça te permet d'emmener le big man d'un côté. Et généralement, sur la protection, le big man, il ne peut pas à la fois défendre le joueur qui porte la balle et son joueur qui fait un short roll. Voilà. Sur des défenses de type show, step out, moins parce que l'objectif sur du show, du step out, c'est d'étirer la distance entre le joueur qui fait le show et l'attaquant qui va rouler au panier. Si tu fais un short roll, tu facilites la reprise du défenseur intérieur. Tu as une autre question sur le Spain pick, donc le back pick que tu faisais. Le défenseur du grand stick et que les 2 extérieurs switch. Comment l'attaquer? Quand le défenseur, alors quand il y a stick et switch, la première chose c'est le drive à l'opposé, parce que si le défenseur, alors la première chose c'est si le défenseur est extérieur, si ça stick, on va poser l'écran sur la ligne à 3 points, donc on va être sur un range de tir. Et si on voit qu'il y a un switch extérieur, on peut faire 2 choses. On peut au dernier moment dire à notre joueur extérieur qui est sur le back pick d'essayer de porter un écran à son joueur. Donc pour éviter le switch. Parce que si ça stick et que tu réussis à mettre le défenseur extérieur qui défend la balle dans l'écran, tu es ouvert. Donc le défenseur extérieur, on va le laisser l'attaquant extérieur, on va le laisser beaucoup plus bas.
on va le laisser beaucoup, beaucoup plus bas pour éviter le switch et on va lui demander aussi d'essayer de faire un écran sur son joueur. Comme ça, on va avoir soit un lay-up, soit un tir extérieur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Moi, ça me semble clair. Je sais. Tu as une question d'Alexandre qui te demande dans l'apprentissage du jeune joueur entre le main à main et le pick and roll, est-ce qu'il y a une évolution préférable? Sûrement peut-être par lequel commencer en premier. Écoute, ce qui est important pour moi dans les apprentissages, c'est d'y mettre toujours pareil, la technique individuelle de, tu vois, le grand, courir les 2 premiers appuis très vite, la multiplication d'appuis quand tu vas poser un écran, comment tu poses un écran, comment on pose un écran, contracter les abdos, tenir les poignets, toutes ces choses-là, comment mettre son joueur dans l'écran. Je dirais que tu peux pick and roll, peut-être pick and roll d'abord, un off après. Après, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entraîné des jeunes joueurs. Moi, aujourd'hui, enfin, je vous invite, si vous voulez venir aux entraînements, vous êtes les bienvenus. Vous seriez surpris, ce que je fais en pré-saison pendant 8 semaines, ça ressemble beaucoup à ce que font des entraîneurs U15 ou U18. Je répète mes gammes, mais comme mon solfège, comme un pianiste, où je fais beaucoup de 2 contre 0, de 3 contre 0, où justement, vous voyez, je fais toutes ces situations que je vous ai montrées, je les fais en 2 contre 0, 3 contre 0, avec les coachs qui viennent intervenir, ça bump pas, ça fait de la protection, ça fait pas de la protection, ça fait du step out, et puis progressivement, on y intègre l'opposition. Voilà. Mais j'ai envie de te dire que les jeunes, ils apprennent beaucoup plus vite que les pros, donc je pense que on peut, à mon avis, des U15 y mettre progressivement une grande partie de la gamme. D'accord. Voilà. Il y a une autre question? Il y aura un temps pour une autre. Alors, oui, sur le snake, Ouais. aussi sur des inversions à 45 degrés. Ouais. Snake aussi. Même chose. Snake. Alors, moi, ce que j'aime bien sur les inversions à 45 degrés, ce que j'aime bien, c'est pareil. Soit on est capable d'attendre le big man, soit on essaye d'agresser tout de suite. Mais il faut stretcher. C'est-à-dire, quand tu stretches à 45 degrés, tu peux reprendre l'axe plus facilement. Et ce qui est important, c'est d'apprendre aux joueurs extérieurs à garder, à obliger le big man à venir avec eux, à les stretcher un peu au large. Ça t'oblige presque. Souvent, tu auras du switch d'ailleurs. Franck Selliers, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit on attend une grosse réussite pour le rattrapage, qu'on puisse fêter ça au prochain webinaire. Ah, merde, je sais pas, je n'aurai peut-être pas le BE2. La dernière fois que je l'ai passé, les gars, c'était en 99. Je vous rappelle, c'était pas ce siècle. On était au XXe siècle encore. D'accord. Bah, écoute, JC, je vais te remercier du temps passé. Merci beaucoup à vous. Toutes les infos partagées avec nous, c'était très agréable, très intéressant. Promis, je fais le maximum. Il y aura un replay disponible. Il y aura un enregistrement disponible. Bon. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci de votre écoute. Et puis surtout, santé à tout le monde. C'est cool de partager en tout cas. Merci beaucoup. Merci toi aussi. Donc, pour les participants, je vous dis rendez-vous demain matin à 11 h. Cette fois-ci, c'est Claude Bergeau qui viendra nous parler de sa fonction de directeur sportif. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir à tous. Merci, au revoir.